Il y a des histoires qu'on hésite à raconter parce qu'on a peur que les gens comprennent pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu décides de les raconter quand même? Aujourd'hui, je reçois Amélie Guidance, médium de vie antérieure, qui a longtemps essayé de taire ce qu'elle percevait jusqu'au jour où l'invisible est devenu impossible à ignorer. On parle de ce que ça demande de se raconter quand ton parcours est hors norme, de la peur du jugement et de tout ce que ça change en bien quand tu choisis quand même de te montrer pour vrai. Si tu sens que ton histoire dépasse le cadre, que tu n'oses pas tout dire, cet épisode va te faire du bien. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif. Un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui me fascine. Comment raconter son histoire quand ton métier est, disons, pas mal hors norme. Mon invité, c'est Amélie Guidance, médium de vie antérieure, que tu connais peut-être sous le nom justement de Amélie Guidance sur les médias sociaux. Amélie et moi, on se connaît, hein? On se rencontre pas pour la première fois aujourd'hui. On a déjà été clientes l'une de l'autre. Elle m'a accompagnée dans mon cheminement spirituel, puis de mon côté, je l'ai aidée à mettre aussi des mots sur son histoire. Ensemble, on va parler de ce que ça change d'assumer qui tu es dans ton métier, quand ton métier fait lever un sourcil ou deux, puis de toute la connexion que ça crée aussi avec ta communauté quand tu oses te montrer pour vrai. Mélie, merci d'être là. Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci de me recevoir. Grand plaisir. Nous, on se jase quand même souvent par, par clips vocaux, pas mal à toutes les semaines. Je suis une grande adepte de ton podcast, d'ailleurs, Mystique et pratique, hein, c'est bien ça. Oui. Fidèle auditrice, d'ailleurs, en même temps, hein, j'en parle si tu as envie de découvrir un nouveau podcast, je te le recommande beaucoup. Fait que là, on se jase beaucoup, nous autres, mais moi, je sais ce que tu fais, je connais ton histoire parce que, bon, hein, on a collaboré ensemble puis on suit l'une l'autre, mais je suis pas sûre que c'est tous mes auditeurs qui savent ce que c'est une médium de vie antérieure. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi Oui, concrètement pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils oui. entendent ce terme-là? Ben moi, c'est ma spécialité, c'est-à-dire que je vais aller canaliser des vies antérieures pour une personne. Donc, par exemple, une personne peut réserver une séance avec moi puis me dire, écoute, Mélie, moi, j'ai un gros blocage. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai de la difficulté à faire confiance aux gens. Je pense toujours que quelqu'un va me trahir ou va me laisser et ça impacte beaucoup mes relations personnelles, mes relations amoureuses. Donc là, je peux aller demander, OK, quelle est la vie antérieure à la source de ce blocage-là ou de cette peur-là? Et moi, je vais aller canaliser ça comme des mini-films. Donc, je vais vraiment voir, là, moi, je fonctionne avec mes guides d'âme, puis ils vont aller me montrer, OK, c'est où que ça se passe? Exactement dans quel pays, vers quelle période. Donc, on peut me dire, OK, en Espagne, dans les années 1500, c'est une femme. Puis là, je vais la voir. Puis là, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, je fais comme, ah ben oui, ben ton mari puis ta belle famille t'ont trahi, puis t'es resté sans le sou, puis est arrivé ici, puis ça. Donc, ça permet d'aller découvrir des peurs puis des blocages qui ont une source autre que notre vie actuelle ou que notre enfance, des trucs qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Je fais pas juste canaliser du négatif, là. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui me demandent OK, j'aimerais ça savoir une belle vie antérieure où est-ce que je me réalisais complètement, Mhm. ou bien une vie antérieure où est-ce que j'utilisais mes capacités médiumniques, parce qu'il y en a qui veulent apprendre à devenir médium, il y en a beaucoup qui font ça avec moi,
Et là, je vais aller canaliser ça pour leur montrer, regarde, tu as tel talent de médium que tu as utilisé dans une vie antérieure, puis c'est encore là en toi, tu fais juste les activer. Donc, en prenant conscience d'une peur qui nous bloque ou d'un talent qui est là, qui veut être éveillé, ça fait comme un gros déclic et ça nous permet de vivre plus librement, plus en paix. Fascinant. Fascinant. Moi, je fais partie de celles qui a eu la chance d'avoir une lecture akashique, c'est comme ça qu'on appelle ça, de ta part. Et pour être totalement honnête, là, moi, j'ai dans mes favoris la vidéo, l'enregistrement de cette canalisation-là, on va dire ça. Hein? Puis ça m'est arrivé à plusieurs occasions de la réécouter, selon ce que je vis dans ma vie, tu sais. Parce qu'à chaque écoute même, je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris de cette façon-là, ou dépendamment où est-ce que je suis rendue, je me dis « Ah, OK, ça, je l'avais pas vu comme ça. Maintenant que je vis ça, on dirait que ça fait tellement de sens. » C'est une autre façon, je trouve, de s'introspecter. Carrément. C'est quand même un mot que j'aime beaucoup, l'introspection. Donc, ouais, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai vécu l'expérience et j'ai adoré au point que hein, je veux la revivre plus d'une fois. Mais là, Mélie, pour les personnes qui connaissent pas, bien sûr, tout ton parcours, ton histoire, on va le découvrir aujourd'hui. J'imagine que quand tu étais petite, tu as eu des signes hein, que ta façon de percevoir le monde n'était pas tout à fait comme celle des autres. Quand est-ce que c'est apparu? Comment ça t'est apparu, ça, le fait que toi, tu avais ces capacités-là? Tu connais mon histoire forcément parce que tu m'as aidé dans le storytelling, mais moi, c'est vers l'âge de 5 ans où est-ce qu'il y a un esprit qui est venu me parler dans ma chambre en pleine nuit. Mais quand je dis me parler, là, c'est comme toi, je t'entends. Hein? C'est la même chose. Là. On appelle ça avec l'oreille physique. Parce qu'il existe aussi la troisième oreille qui est active quand on canalise ou quand on rêve. Quand on rêve, on voit des choses, mais nos yeux sont fermés. On les voit à travers le troisième œil. Puis on entend aussi des choses dans nos rêves. On les entend avec la troisième oreille qu'on appelle. Mais moi, j'ai tout entendu l'esprit avec mon oreille physique. Je le voyais pas vraiment avec mes yeux physiques, mais un peu avec mon troisième œil. Puis, tu sais, ça parlait fort dans ma chambre. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il m'a dit. J'avais 5 ans, donc ça fait quand même il y a une quarantaine d'années. Et mais j'avais une peur bleue. Et cet esprit-là, il a ressenti ma peur. C'était pas un esprit malveillant du tout. Et quand il a ressenti ça, il s'est arrêté. Il a fait « OK, je vais sortir de ta chambre quelques minutes. Si, quand je reviens, tu as le dos tourné à moi, ça veut dire que tu ne veux plus de contact avec moi, puis je vais partir, comme je vais te laisser tranquille. » Donc, il est parti. Moi, j'avais tellement peur, là, j'étais en sueur, je me suis tournée de côté. Je me suis tournée sur mon côté droit et j'ai mis les couvertures par-dessus ma tête. Puis là, je l'ai senti, il est revenu dans ma chambre, puis il a comme fait un « puis il est parti. Et c'est à partir de ce moment-là, ben déjà jusqu'à l'âge adulte, j'ai dormi comme ça, hein, sur le côté droit. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me défaire de cette peur-là. Et je me suis coupée à l'invisible parce que ça faisait trop peur. Quand même, le lendemain, j'arrivais pas à le croire. Ça se peut pas, ces choses-là. Puis j'étais toute petite. Fait que j'ai demandé à mon frère, je dis « Ah, tu m'as fait une blague! » Mon frère, il a 10 ans de plus que moi. Il me faisait tout le temps des blagues. Ça, c'est la petite sœur qui croit tout. Fait que là, je dis « T'es venu dans ma chambre? » Là, il dit « Je suis pas venue dans ta chambre. » Fait que là, ma mère, elle entend ça. « Mais non, il y a personne qui est venu dans ta chambre. » Fait que là, c'est comme « OK, ça se peut pas. » Mais en même temps, je savais qu'il s'était passé quelque chose. Puis dans le reste de mon enfance, tu sais, souvent, dans l'heure du coucher, tu sais, quand on commence à dormir, mais on est comme presque endormi, on est dans cet entre-deux-là, il m'arrivait des choses, il m'arrivait comme des demi-sorties de corps, des petites choses weird. J'étais à la fois fascinée, mais j'ai vraiment tout bloqué ça au complet. Donc, c'est seulement 20 ans plus tard qu'il y a eu une petite réouverture de ça. Je sais pas, est-ce que tu veux que j'en parle? Tellement, je veux tellement parce que c'était sûr que c'était ma prochaine question. Je vais pas laisser mes auditeurs sur le bout de leur chaise en disant ben là, comment c'est réapparu dans ce cas-là si tu t'es coupé pendant un certain nombre d'années? On parle de plusieurs années là, quand même, là, de 5 ans à
Oui, jusqu'à 25 ans. En fait, c'est que ce que mes guides m'ont expliqué, parce que maintenant je suis en contact avec eux régulièrement, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça aurait été très difficile pour moi dans l'enfance et dans l'adolescence d'assumer mes capacités extrasensorielles parce que je suis en train de guérir une grosse, grosse peur de rejet et d'expression de soi dans cette incarnation-ci. Et Ouais, ça là, t'aurait pas aidé ben ça hein? m'aurait pas aidée. Tu sais, mes parents, ils avaient chacun eu leurs enfants de leur côté. Mon père était veuf, ma mère était divorcée, puis ils m'ont eu. Puis moi, j'étais comme l'enfant pogné en sandwich entre deux familles qui s'entendaient pas tout le temps. Fait que ça aurait été vraiment stressant. Puis je viens d'une famille où est-ce que ça n'existe pas, ces choses-là. C'est tous des charlatans, les médiums. Donc déjà, on va en parler plus tard dans le podcast, je suis sûre de ça. Tu sais, déjà, ça faisait comme « Oh non, je veux pas être associée à ça, je veux pas avoir des capacités. » Mais à 25 ans, mon père est décédé. C'était très intéressant parce que mon père, tu sais, comme je le disais, il croyait pas à ces choses-là. Mais là, il était décédé. Donc, 6 mois après son décès, je décide d'aller visiter sa pierre tombale. C'était pas très loin de chez moi. Plus que j'avance vers le cimetière, plus que je ressens un nom à l'intérieur de moi. Puis là, je me dis, voyons, c'est quoi ça? C'était au cimetière Côte-des-Neiges, puis il y a 2 entrées. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais aller à l'autre entrée le temps de, je sais pas, de sentir que j'y vais, puis de me sentir à l'aise. Puis plus que j'approche de la 2e entrée, ça me dit non. Et là, ça me dit, va acheter le livre. Puis ça me donne un flash du livre à acheter, puis un flash du Renaud-Bré qui est pas loin. Fait que là, moi, j'ai traversé l'avenue Côte-des-Neiges, puis pour les personnes qui connaissent pas ce coin-là, là, c'est une grande avenue. Je pense que c'est 3 voies d'un côté puis 3 voies de l'autre. Il y avait pas de feu de circulation. Moi, je dis que c'est comme, tu sais, Moïse qui a fendu les eaux. Des os, Moi, tout c'est a comme passé. mes guides étaient de mon bord, là, j'ai traversé, pas de feu de circulation, je suis allée, là, j'étais comme en mode robot, là, je suis allée à la librairie. Je suis arrivée là et j'ai demandé le livre Un autre corps pour mon âme de Michael Newton, que j'ai lu d'une traite. Ben, en fait, c'est un livre qu'on lit d'une traite, hein. On dirait que quand on rentre là-dedans, là, pour l'avoir lu, là, on est comme... C'est un tourne-page. On n'est plus capable de s'arrêter quand on est éveillé, là. Fait que je comprends. Fait Ouais. que t'as acheté ça, mais là, ce que je comprends, c'est que toi, t'avais aucune idée de c'était qui Michael Newton à ce moment-là. T'avais jamais entendu parler nécessairement de ce livre-là. J'en avais entendu parler OK. quand même. Ouais, ouais. Il y a une de mes collègues qui m'en avait parlé. Je sais pas si c'était... Mon père était déjà décédé ou pas, mais elle m'avait dit, écoute, ce livre-là, si jamais ça t'intéresse un jour, c'est un hypnologue qui a hypnotisé beaucoup de personnes pour les aider à faire des régressions dans leur enfance, pour débloquer des choses. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que les gens, ils parlaient de choses vraiment étranges, ils comprenaient pas de quoi. Puis il s'est rendu compte qu'il était capable de faire régresser les gens jusque dans l'au-delà, puis dans leur vie antérieure. Et que toutes ces personnes-là, qui ne se connaissent pas, qui viennent de cultures, de religions différentes, elles utilisent toutes la même terminologie et expliquent tout ce qui se passe dans l'au-delà de la même façon. Donc ça, c'est très, très, très probant, tu sais, pour moi, de faire comme « Oh, OK! » tu sais, c'est... Puis en plus, il commence son livre en disant « Moi, je cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je vous dis ce que j'ai entendu, parce qu'il avait tout noté ça. C'était un peu un chercheur en même temps. Et je vous relate les discussions que j'ai eues avec les gens que j'ai hypnotisés. » Et là, ça explique tout. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Nos guides d'âme qui nous accompagnent, comment nos vies antérieures nous affectent. Donc, j'ai lu ça d'une traite et le soir même, j'ai eu une petite expérience. Mes mains et mes bras se sont mis à vibrer. Et là, j'ai eu extrêmement peur et j'ai fait « Non, je veux pas ça! » Puis là, tout a arrêté. J'avais même vu une petite lueur bleue dans ma chambre et tout. En tout cas, ça commençait à être vraiment buzzé. Et je me suis coupée. Encore une fois. Donc, il y a eu une petite ouverture, puis je me suis coupée. Mais je me suis coupée, mais en même temps, tout ce que j'avais appris sur l'au-delà, les guides, c'est resté avec moi. Donc, tu sais, je parlais pas de spiritualité à d'autres personnes. Je disais que je croyais pas à ça, mais c'était encore à l'intérieur de moi. Et en fait, le vrai gros déclic qui m'est arrivé, c'est quand j'ai eu ma fille. Dans les premières années, c'était difficile. C'est sûr. Entre 0 et 5 ans, c'est difficile avec un enfant. On comprend.
Et Oui, moi, oui. j'ai pas le type d'âme, soignant. Mmh. Les types d'âmes, pour les personnes qui connaissent pas ça, on choisit des types d'âmes qui forgent notre personnalité. Et puis, moi, j'ai pas le type d'âme où est-ce que, tu sais, la maman, je suis maternante, là, je suis très colleuse, mais tu sais, il y en a pour qui ils peuvent donner beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes, Ouais, puis ils sont pas vidés, puis c'est facile. ouais. C'est comme un don de Mon soi naturel qui est Ouais, comme mon frère et ma toujours belle-sœur sont comme recharger. ça, ils auraient pu avoir une tralée d'enfants, puis mais moi, je suis très indépendante, On se ressemble beaucoup individualiste. là-dessus. Donc, Mmh. puis là, de dealer avec une enfant qui fait des crises, puis qui se pitche par terre, j'avais le stress dans le tapis. Puis il m'arrivait plein de choses, comme plein de choses difficiles, plein de défis, là, un après l'autre. Ça, là, c'était la vie qui voulait me réveiller. Un jour, ma fille a fait une crise, je lui ai crié après, puis j'ai comme eu une mini sortie de corps, je me suis vue. Je me suis vue, puis j'ai fait comme aïe aïe, j'ai l'air d'un monstre, puis c'est tellement pas ça l'exemple que je veux donner à ma fille, je peux pas continuer comme ça. Mmh. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit je vais méditer. J'ai pris l'application Headspace, mais je dis Headspace, là, il y en a plein d'autres là, qu'on peut prendre, il y a Calm, puis il y a plein de bonnes applications maintenant, mais à l'époque, c'était en 2015, je pense. Headspace, c'était pas mal la seule qui existait à l'époque. Puis je me suis mise à méditer. Fait que là, oh, tu prends de la perspective sur toi, tu te détaches un peu de ton ego. Et là, je me suis mis à écouter des podcasts spirituels. Je voulais m'améliorer, je voulais être une meilleure personne. Jusqu'à temps que j'écoute le podcast de Oprah avec Eckhart Tolle, que je lis son livre Le pouvoir du moment présent. Grosse révélation. Mais là, j'ai écouté le podcast de Oprah avec Ainsley McLeod, Mmh. qui est un médium de vie antérieure. Grosse révélation, tout ce qu'il expliquait, c'était exactement ce qui était expliqué dans le livre de Michael Newton. Puis là, j'étais comme, OK, il canalise vraiment, parce que moi, j'y crois à ce que Michael Newton raconte, ou plutôt à ce que ses patients et patientes racontaient. Et Andy McLeod, il disait, ben, dans mon livre The Instruction, je vous explique tout ça, et je vous explique aussi brièvement comment vous pouvez contacter vos guides d'âme. Moi, je me suis dit, si je veux être une meilleure personne, les meilleures ressources pour moi, ce sont mes guides d'âme qui sont avec moi depuis la naissance de mon âme, qui m'ont vu passer à travers tout plein d'incarnations, puis de traumas, puis qui savent exactement de quoi j'ai besoin en ce moment dans ma vie. Fait que c'est comme ça que j'ai essayé de les contacter. Mais je veux réagir à certaines choses que tu as dit parce que je vais de mon côté aussi partager que je sais que j'ai jamais fait ça non plus dans mon podcast. Bon, les gens qui me suivent, qui m'écoutent, ont sûrement ressenti de mon côté que j'ai une forte spiritualité, on va dire ça comme ça. Je l'ai jamais nommé, hein, je l'ai jamais nommé haut et fort, mais avec le changement de positionnement que j'ai fait, avec le nom de mon approche, qui est du storytelling, mais que j'ai rajouté le mot introspectif, et avec tout le champ lexical que j'utilise, j'attire naturellement, beaucoup en fait, pas que, mais j'attire comme naturellement des gens qui ont aussi cet éveil spirituel-là. Fait que là, j'ose le dire, là, je pouvais pas passer cet épisode-là sans le dire clairement. Moi aussi, j'ai eu des expériences à l'adolescence et quand j'étais enfant aussi, pas aussi franches et claires que toi, c'est-à-dire que j'ai pas entendu quelqu'un me parler, j'ai pas vu non plus d'esprit, mais je les ressentais. J'ai toujours ressenti extrêmement fort et j'ai toujours eu peur de ces ressentis-là parce que j'étais pas capable de l'expliquer quand j'étais petite. J'ai toujours ressenti énormément de présence, parfois dans toujours les mêmes lieux ou des fois, dans des nouveaux lieux. C'est assez spécial. Et aussi, à l'adolescence, une autre expérience aussi où j'ai demandé justement, je dis à l'adolescence, mais j'avais 17-18 ans, ouais, c'est pas mal fin de l'adolescence, où j'ai demandé aussi une coupure par peur. À un moment donné, quand on vit ces expériences-là, on fait comme « Oh mon Dieu! » C'est fascinant et épeurant. J'avais comme cette curiosité-là de vouloir y aller, mais de l'autre côté, oh mon Dieu, une peur atroce de cet inconnu-là, puis d'être la seule dans mon entourage ou dans mes proches aussi, qui semblait vivre ça. Tu sais, le fait qu'on peut pas en discuter avec d'autres,
puis dire « Ah, moi aussi, ben oui, je comprends. Ah! » Tu sais, ça là, ça me manquait, ça m'a manqué longtemps. Donc je me suis coupée et tout ça pour dire, que c'est revenu, en 2022. J'ai réouvert la porte en 2022. Donc ça fait déjà 3-4 ans, ça va faire 4 ans. En tout cas, j'ai jamais entendu un parcours, de ce type-là, très linéaire. Hein, comme quelqu'un qui fait comme « Ah! La porte s'est ouverte, je suis rentrée dedans, tout s'est bien passé. » Puis, tu sais, il y a toujours ces incertitudes-là, puis ces craintes-là qui apparaissent. Puis, ben, c'est ce que je pense, c'est que quand on l'a en nous ou quand on a vécu ce genre d'expérience-là, ben, à un moment donné, la porte réouvre. La porte réouvre. Avec ma fille, là, le désir de vouloir être une meilleure mère, c'est ça qui a tout déclenché, en fait. Fait que le désir d'évolution, de s'améliorer, d'être meilleure, d'être une meilleure personne. Exact. Puis là, t'es tombée dans cette ouverture-là. Je veux dire ça, tu sais, on dit souvent l'ouverture d'esprit. J'aime beaucoup cette image-là d'être ouvert d'esprit, tu sais. Comment ça s'est concrétisé, là, après ça? Comment ça a déboulé après ça, la suite des choses, pour dire, là, tu as eu le désir de canaliser avec tes guides d'âme. Comment ça s'est passé? Comment t'as réussi ça, Ça s'est finalement? vraiment mal passé. Sérieux, là, un gros flop, mais je suis reconnaissante parce que c'est ce qui me permet d'accompagner des gens dans mes cours aujourd'hui. Parce que j'ai un background où est-ce que je viens pas d'une famille spirituelle, mes parents étaient pas médiums, j'ai essayé par moi-même, puis par moi-même, allô le gros flop. J'avais le livre d'Andy McLeod, puis tu sais, il dit ce que tu peux dire avant de te protéger, puis t'appelles tes guides. Puis là, j'appelle mes guides, là, puis là, j'imagine qu'il va se passer une grosse affaire, là. Tu sais, on s'imagine tout le temps que c'est comme à Hollywood, là. Puis là, il y a comme un crack dans ma chambre, je fais « Ouah! » J'ai super peur! Fait que là, évidemment, j'ai peur, fait que toute la petite ouverture que j'avais, elle s'est refermée. Fait que, mais je suis vraiment curieuse, j'essaye plusieurs fois, il se passe pas grand-chose. Puis là, j'en discute avec mon mari qui, lui, il vient d'une famille bouddhiste. Donc, c'est sûr qu'il est ouvert à la réincarnation, aux ancêtres, tout ça. Donc, il m'a jamais jugé là-dessus. Il était comme « Ah, cool! » Tu sais, il voyait que je voulais être moins stressée, puis il était d'accord, hein, parce que lui aussi, il écopait du stress à la maison. Fait que là, quand il voyait que je voulais vraiment apprendre à canaliser, il dit « Ben, tu te rappelles de Malissa? Malissa, c'est une amie de la famille du côté de mon mari. » Puis, je me rappelle de cette personne merveilleuse-là que j'ai rencontrée 2 fois dans ma vie, puis à chaque fois, j'avais un sens d'apaisement. Tellement, tu sais, une personne qui rayonne. Puis à l'époque, elle travaillait dans je sais pas trop quel domaine, je pense événementiel. Puis là, il dit ben maintenant, elle fait ça dans sa vie, puis elle l'enseigne aux autres. J'étais comme ah! Puis j'aurais jamais, je pense, été vers quelqu'un parce que moi, je me disais encore, tout le monde, c'est des charlatans, puis je vais me faire avoir. Mais là, de connaître cette personne-là, c'est une amie de la famille, elle va me guider là-dedans. Puis je pense qu'il y avait un petit lien aussi. Tu sais, mon mari est laotien, fait que notre fille est moitié blanche, moitié laotienne. Puis, tu sais, Malissa, elle est moitié blanche, moitié laotienne aussi. Il y avait comme une connivence. Fait que je me suis fait mentorer par elle en même temps que j'ai suivi cours de médiumnité, carte oracle en ligne. J'ai comme pris plein de cours, là, j'étais dans une période d'apprentissage. Puis à un moment donné, dans un cours, on faisait des petites canalisations avec des cartes oracles en échange. Tu sais, je canalise pour toi, tu canalises pour moi, puis on s'évalue un peu. Puis j'ai fait ça avec plusieurs personnes. Puis là, les gens, ils me disaient « Wow, Mélie, t'es vraiment bonne, là, genre, tu pourrais offrir ça, puis ça pourrait être des séances payantes. » Puis là, j'ai fait « Ah ouais, OK. » J'ai lancé un Instagram en ne voulant pas qu'on me trouve. Ça a-tu marché? Non? Le beau problème? Ouais. Je postais peu. Je ne me montrais jamais. Je ne parlais pas de mon histoire, mais on m'a quand même trouvée. Et là, les gens commençaient à me demander des readings. Donc, au début, c'était vraiment oui, OK, envoie-moi un paiement via PayPal, t'es disponible quand? Je te fais un petit lien Zoom. C'était très casual, mais là, j'avais beaucoup de demandes. Fait que là, j'étais comme OK, il faut que je me trouve un système de booking. Puis, je travaillais comme traductrice-réviseur, un métier que je pratique encore d'ailleurs. Donc là, il fallait que je fasse fitter ça dans mon horaire. Donc là, ça commençait à prendre l'expansion.
Et puis, j'ai fait une certification avancée en lecture akashique. Et c'est là que ça a vraiment fait boum! C'est là que j'ai pris une grosse expansion. Les lectures akashiques, ça intéressait vraiment beaucoup les gens. Ça m'a permis de canaliser encore plus clairement les vies antérieures. Et voilà où j'en suis rendue. Aujourd'hui, bien sûr, je ne me cache plus. Ouais, justement, il y a eu... Quand est-ce que t'amènes ce point-là? Puis c'était justement ma prochaine question. Y a-tu un moment précis où tu t'es dit, OK, là, j'assume, là. Moi, j'ai rarement des moments comme ça. Moi, ça se fait très, très, très en douceur et graduel dans ma vie. Mhm. J'ai beaucoup le désir d'être professionnelle, de bien faire les choses. Avant d'être traductrice et réviseur, je travaillais en marketing. Donc, tu sais, j'avais quand même des outils, je voulais tout bien faire. Donc, avec ça, ça fait en sorte, oh, ben là, tu devrais te montrer dans les stories. OK, je vais me montrer dans les stories. Je vais parler un peu de moi. Et mais c'était difficile parce que au début, des fois, j'avais un peu des trolls. Mm. Donc, se faire insulter en ligne, c'est assez difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes guides d'âme de faire en sorte que les gens qui me trouvent, ce soit que des personnes qui sont intéressées par ce que je fais et des personnes bienveillantes. Puis, je continue à redemander, à faire cette demande-là à tous les 6 mois à peu près à mes guides d'âme pour être protégée. Donc, ça arrive de temps en temps encore, mais c'est rare que je vais me faire troller ou qu'il va y avoir quelqu'un de vraiment méchant. Mais oui, c'est la difficulté quand on fait un métier hors norme. Et en plus que moi, je guéris une peur du rejet, une peur d'expression de soi. Et j'ai choisi de faire ce métier-là, donc je saute à pieds joints dedans. Tu vas gravir des échelons, Mélie. Tu dis que tu demandes à tes guides d'âme à peu près aux 6 mois de te protéger des trolls ou toute autre personne je vais dire malveillante, peut-être pas nécessairement malveillante, mais à qui ça peut peut-être confronter ce que tu fais. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu t'ouvres davantage à tes abonnés, hein, que tu racontes plus ton histoire, est-ce que tu trouves que ça agit comme un filtre? On pourrait dire une espèce de filtre énergétique qui attire certaines personnes puis qui en éloigne d'autres? Ce que je vois, c'est que plus que je m'affiche, plus que les personnes qui me voient se disent « Aïe aïe, moi je vis les mêmes choses, puis j'ai personne à qui en parler. » Puis là, je vois Mélie qui en parle, puis tous les autres qui commentent autour, puis je suis pas la seule, donc je suis pas folle. Il y a vraiment quelque chose là, puis il y a plein de gens qui ont envie de le développer. Donc, moi, tout ce que je fais, en fait, je le fais pour la petite Mélie, puis toutes les autres personnes qui sont comme la petite Mélie en ce moment ou qui l'étaient avant, puis qui cherchent à débloquer ça. Je voudrais tellement que tout le monde puisse se rappeler que, hey, on a une famille d'âmes qui nous attend de l'autre côté. On a tous nos guides d'âme. On a vécu plein de vies antérieures qui informent qui on est aujourd'hui. Puis juste de tout savoir ça, la paix que ça nous apporte. Puis aussi, j'ai aimé comment tu as parlé tantôt de la peur qu'on a des fois, puis qu'on veut tout se couper à cause de ça. Moi, je suis une personne assez peureuse. Et depuis que je travaille avec mes guides, mais la peur, elle s'est vraiment dissoute. Il y a encore certaines expériences qui me font peur, et d'ailleurs, je me suis fait avoir dernièrement. J'ai demandé à mes guides de me faire vivre une expérience que j'avais jamais vécue. Et ça fait longtemps que je le demandais, en fait, puis ils acceptaient jamais. C'est quoi? Je leur disais, j'aimerais ça, tu sais, vivre quelque chose, tu sais, peut-être de voir des choses, parce que je vois à travers mon troisième œil. J'aimerais ça plus voir ou plus entendre. J'entends quand même avec la troisième oreille, avec mon oreille physique, c'est-à-dire, mais pas tout le temps, tu sais. J'aimerais ça plus vivre ça souvent. Faites-moi vivre des choses dans mes rêves. Je l'ai déjà vécu avec ma guide principale une fois, qui est venue me parler, puis je l'ai entendu comme si c'était dans ma chambre, ça m'a réveillée. Mais faites-moi plus vivre des affaires comme ça. Mes guides d'âme, ils voudraient jamais me faire peur, sauf s'ils veulent me donner une leçon et m'expliquer des choses, ce qu'ils ont fait. Alors, on est en pleine nuit, et j'avais oublié que j'avais fait cette demande-là dans la journée. On est en pleine nuit, je dors profondément. Et mon mari me réveille, il fait « parce que lui aussi, il dormait un peu, il dit « La lumière est allumée. » Puis à côté sur ma table de chevet, j'ai une lampe touche. Donc moi, je regarde pour le chat en me disant avec son petit nez, elle est allumée. Mais le chat,
il dort dans son petit lit, puis il fait avec ses petits yeux genre: Qu'est-ce qui se passe? » Puis Il je a fais été comme: «OK». réveillé lui aussi. Oui! Fait que là, elle était pas en train de jouer, elle était pas là. Fait que là, moi, j'ai un drôle de feeling, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une présence. Fait que là, j'étire ma main, vu que c'est une lampe touche, pour éteindre. J'éteins la lampe, mais en même temps, je garde un œil dessus, puis tranquillement, ça s'allume. Puis en plus, les lampes touches, c'est à 3 niveaux, hein. Puis elle était allumée au niveau 3 déjà. Fait que là, moi, je l'ai éteinte, puis tranquillement, au lieu que ça fasse comme quand on l'allume soi-même, c'est comme ting, c'est déjà allumé d'un coup. Là, ça l'a fait tranquillement. Puis là, avec mon mari, on était comme ah! Là, j'ai éteint ça, puis là, j'ai fait j'ai peur, j'aime pas ça. Là, mon mari dit parle à tes guides. Je dis oui, c'est vrai. Là, je dis non, ça me tente pas, nanana. Là, j'ai pratiquement pas dormi cette nuit-là. Là, j'étais trop freakée. Puis ça fait quand même une couple d'années que je fais ça. Puis après ça, j'ai discuté avec mes guides. Sur le coup, j'étais pas sûre si c'était eux, mais ils ont fait comme ouais, c'est nous. Puis après ça, j'ai plus jamais senti de. En fait, quand c'est pas eux, je le sais, ça m'est arrivé des esprits. Comment on appelle ça? Mischievous en français? Malins. Ouais, D'avoir des malveillant, esprits malin. malins qui viennent, c'est vraiment pas le même feeling. Puis là, je sentais rien de méchant. Puis là, c'était comme, ouais, puis leur morale, c'était comme, be careful what you wish for. T'es pas toujours prête à ce que tu veux, puis une chose à la fois, tu sais. Et c'est pour ça que pendant des années, je demandais de l'avoir, puis qu'ils me le donnaient pas. Puis là, j'ai dit, OK, mais là, si vous faites des trucs prochaine fois dans mes rêves, hein, ça, c'est super cool. Ouais, Donc, parce que dans les j'ai rêves, pris on a ça. moins peur. Pardon? Dans les rêves, on a moins peur parce que c'est comme Oui. à un autre niveau, on va dire, à une autre fréquence. Ouais, c'est ça. Exactement, Ouais, ouais. exactement, mais tout ça pour dire qu'en général, quand on connaît quelque chose, on n'a pas peur. Mmh. Quand on comprend tout ce qui se passe, qu'on n'est pas trop pris par surprise. Ouais, ouais. Ça me fait penser, là, il y a 2 choses que je veux dire. Ça me fait penser, à quelque chose que je dis à mon fils, ces temps-ci. Bon, on est au mois de décembre, on est à quelques semaines de Noël, puis on dit souvent: «Tu sais, le Père Noël, il t'apporte pas nécessairement ce que tu as demandé sur ta liste, il va t'apporter ce que tu as de besoin». Là, on utilise cette image-là pour dire des fois, c'est peut-être pas, hein, c'est ça, le big cadeau en haut de ta liste, mais tu vas recevoir ce que tu as de besoin. Le Père Noël, il sait, il le sait. On lui dit souvent ça. Mais ça me fait penser à ça, tu vois, avec tes guides, quand tu dis: «On t'apporte ce que tu as de besoin», même si tu le demandes, ça se peut que tu l'aies pas parce que tu es peut-être pas rendu là ou peut-être parce qu'il y a d'autres choses pour toi qui se présentent, tu sais. Puis quand tu as dit, «Ah ben moi, un peu mon objectif, si on veut, ma mission avec Mélie Guidance, tu sais, c'est que c'est pour toutes les petites Mélies de ce monde, pour qu'ils puissent avoir, ouais, pour qu'ils puissent, ne pas se sentir seuls, puis qu'elles puissent, avoir, je veux dire comme un modèle, hein, ou vraiment un espace avec, qui, discuter, qui a vécu ces choses-là. Est-ce que tu dirais que dans l'autre sens, pour toi-même, le fait de raconter ton histoire ou le fait de suivre d'autres médiums, ça t'a fait sentir moins bizarre? Ben, moi, ce que je trouvais cool, c'est que c'est Oprah qui ont interviewé Ainsley McLeod. Elle est quand même très établie, très connue, puis elle va pas interviewer n'importe qui. Mmh. C'est vrai. Donc, c'est ce qui m'a mise en confiance, pour aller écouter les autres. Puis c'est sûr que le fait de parler de mon histoire, ça m'aide à débloquer des choses, à travailler sur mon authenticité. Il y a beaucoup la peur d'être jugée. Ça, c'est Mmh. tellement gros, là, puis je te dirais qu'à peu près une fois par mois, j'ai envie d'arrêter mes guidances pour de faire un métier straight. Une fois par mois? À peu près. Wow! Hey, Ouais, ça je le ferais revient. pas, là, mais tu sais, il va peut-être m'arriver quelqu'un qui va me dire quelque chose de méchant, puis cette personne-là, elle se rend même pas compte qu'elle est méchante en plus, là. Puis dans ce temps-là, je bloque, hein. Pour moi, mon espace en ligne, c'est comme ma maison virtuelle, puis tu vas pas entrer chez moi puis me dire un truc genre, «Tu conne!» Ça marche pas, tu sais? Dans la vraie vie, quelqu'un ouvre la porte chez toi puis t'insulte, tu fais comme: «Non, t'es pas le bienvenu». Moi, je fais la même chose, tu sais, mais une fois par mois, j'ai des petits moments de découragement où j'ai des petites peurs de pourquoi je fais ça, ou des fois, j'ai juste envie de faire comme: «OK, je reconvertis tout puis je fais juste de la méditation», tu sais, parce que je suis prof de méditation certifiée aussi, mais j'ai pas trop travaillé avec ça, là. Je l'utilise dans les soins énergétiques
que je procure, qui sont comme des visualisations sous format audio, mais sinon, je fais comme, OK, la méditation, c'est plus accepté socialement, ça va être plus facile, donc j'ai toujours un petit moment un peu plus bas de déprime. Je te dirais qu'une fois par mois, là, je me sens confrontée. Qu'est-ce qui fait que tu continues? Ah, c'est tellement une bonne question, hein? Je pense que c'est ça que je suis venue faire, entre autres, hein, on a plusieurs missions de vie. C'est quelque chose que je canalise. D'ailleurs, les missions de vie, il y a plein de gens qui pensent qu'on en a juste une, on en a plusieurs. Moi, ça vient comme cocher plein de choses, le fait d'être médium par rapport à mes types d'âme, à mes missions de vie. J'ai envie de continuer, j'ai envie d'enseigner encore plus de choses pour aider les gens. Puis tu sais, je te dis qu'une fois par mois, j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, quand je fais mon planning dans le futur, moi, dans 5 ans, je ne fais que du guidance à temps plein. Puis je fais plus de la traduction puis de la révision, tu sais. Fait que je pense que c'est comme tout le monde, des fois, on se décourage pour des choses, mais tu sais, je travaille fort sur mon entreprise, puis je veux pas rien laisser tomber, mais c'est très confrontant parce que l'entreprise, c'est nous-mêmes. C'est notre image. Fait que quand quelqu'un aime pas ce qu'on fait ou quand c'est plus difficile, ben là, on se sent vraiment attaqué directement. Hmm. Tu disais tantôt que tu avais, je sais pas si c'est bien ça les mots que tu as utilisés, mais une mission d'expression de soi, dans le sens où, je sais pas, ça fait-tu partie d'une de tes missions, ça? Ou En c'est fait, j'ai la peur une d'expression peur, de soi. c'est ça. Donc, on peut dire, oui, j'ai une mission de m'exprimer, j'ai la mission d'être authentique sans avoir peur d'être jugée ou de rejeter, d'être Mhm. rejetée. Puis tu sais, c'est des peurs que tellement d'entrepreneurs, de solopreneurs, d'humains, d'humaines ont cette peur, bon, que ce soit du rejet-là, de la peur du regard de l'autre, du jugement, évidemment, puis de raconter son histoire, ça peut être franchement effrayant pour les personnes qui ont ces peurs-là, puis je le comprends, je le comprends, on est tous humains humaines. C'est en soi des missions de vie, hein, tellement grandes d'être en mesure de, je pense, vivre pleinement authentique, se détacher, je vais dire, lâcher prise. C'est tout un mouvement. Tu vois que moi aussi, que j'ai mes missions, là, une mission de connexion très forte, là, très, très forte, mais qui passe par la communication, justement. Même si je fais de la com, même si, bon, je m'expose puis je raconte mon histoire, ça veut pas nécessairement dire que c'est les doigts dans le nez, nécessairement, Non, tu sais. non. Je trouve que plus qu'on le fait, plus qu'on est récompensé. Mhm. Plus qu'il y a des choses qui débloquent. Tu sais, Qui moi, débloque. j'ai écrit 3 livres à date, puis j'en ai 3 autres, puis 2 jeux de cartes oracle qui s'en viennent l'année prochaine. Et ben, je me suis fait trouver par une maison d'édition, une éditrice qui a fait comme qui a suivi sa pure intuition parce qu'à l'époque, je pense que j'avais juste 3000 abonnés sur Instagram. Fait que si je m'étais pas montrée, elle m'aurait pas trouvé. Mais moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. J'ai toujours eu ce talent-là pour la communication. Hein. J'étais en marketing puis après ça, je travaille comme linguiste. Donc, c'est sûr que j'avais ça. Puis, tu sais, à chaque fois que je vais plus m'exprimer, plus m'afficher, on me voit plus. Puis, je suis invitée à faire des choses, des collaborations. Puis là, je me sens plus acceptée. Fait que le désir d'appartenance, il est comblé de ce côté-là. Quand on ose. Ouais. Quand on ose, on dirait quand tu dis on est récompensé, mais je le sens moi aussi beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis moi, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup la nouveauté, c'est-à-dire lancer des nouvelles choses, tout ça. J'ai toujours tout ça dans ma tête. Je le vois, tu sais, je dis: «Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Ah oui, ça, on me le demande. Ah oui, je devrais», puis je procrastine. Puis quand je le fais, quand j'ose enfin sortir quelque chose, il faut que je me mette au défi, là. Moi, il faut vraiment que je me mette au défi, puis je me dis: «OK, ça, dans 2 jours, c'est sorti». Tu sais, il faut vraiment je me donne des challenges personnels parce que sinon ça sortirait jamais, mais c'est ça, c'est comme si, c'est spécial pareil parce que c'est pas tant la peur du jugement des autres, mais on dirait que je suis pas capable de me mettre en action parce que c'est pas naturel. C'est bizarre, hein, pourtant, la fille Mhm. de com. Puis quand je le fais, tu sais, je vais prendre quelque chose de hyper récent là, dans l'histoire de la voisine. Le 26 novembre dernier, je me suis, mise au défi de lancer une offre pour le Vendredi fou. On est le 26 novembre. On s'entend, le Black Friday, c'était le 28. C'est 2 jours plus Mhm. tard. Il y a rien de créé. Oui, toutes ces idées-là sont dans ma tête depuis des mois, mais des mois.
Puis là, on dirait que je vois le temps passer, je vois une opportunité, puis je me dis « Hey, je me mets au défi de le faire. » Mhm. Alors, ben, ça m'a obligée à être tellement imparfaite. Puis ça, ben, je Mhm. m'améliore beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis des années sur ça, mais quand même, en me disant, ben, faut pas que ce soit parfait, mieux vaut fait que parfait. Fait qu'il faut que dans Ouais. 2 jours, ça soit sorti, tu sais. Fait que je l'ai faite. Puis tu vois, j'ai osé. Puis en le faisant, je me disais: «Ah, je sens comme une énergie de faut que je fasse ça», tu sais, comme si j'étais soutenue, comme si bizarre à dire, mais comme si c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse. Dans toute cette imperfection-là, j'ai simplifié au maximum, simplifié là, c'est-à-dire tous les processus le plus simple possible, rien de compliqué et j'ai comblé toutes mes places. J'ai vendu 100 de mes places dans le village, justement. Moi, je le vois comme ça, là, on dirait ce que tu dis, on est comme récompensé quand on fait des actions alignées avec nos missions ou avec les besoins du moment que notre âme a besoin d'aller accomplir, tester pour évoluer. Je l'ai vraiment vu comme ça. Qu'est-ce que dans le fait de travailler avec les vies antérieures, notamment les tiennes, t'a obligé à regarder dans ta propre histoire, à toi? Tu veux dire mes vies antérieures ou mon histoire actuelle? Ben, c'est quoi le lien que tu fais entre tes vies antérieures puis ton histoire actuelle? Ouais. Avec mon métier, oh my God! Ben écoute, à première vue, ça n'a pas l'air d'être lié à mon métier, mais j'ai eu une vie antérieure très difficile en Russie. Et ce qui est fascinant, là, cette vie antérieure-là, elle m'a été racontée par Andy McLeod puisque j'ai eu 4 séances avec lui. Et c'était à l'époque que je canalisais pas encore. Et quand il me l'a raconté, je me suis rendu compte après que cette vie antérieure-là, je l'avais vue quand j'avais 18 ans. Je venais de vivre un gros, gros, gros rejet. Et j'ai vu en rêve cette vie antérieure-là, mais pas dans autant de détails qu'Andy McLeod me l'a raconté, mais j'ai une vie antérieure en Russie où est-ce que quand j'avais 5 ans, mes parents m'ont dit « Oh, on t'amène chez grand-papa, grand-maman, fais ta petite valise, puis tu vas aller passer quelques jours là-bas. » Ils sont jamais venus me chercher. Parce qu'en fait, j'étais le fils illégitime de... En fait, ma mère, elle avait eu une aventure avec un autre homme et son mari l'avait jamais vraiment digéré. Donc, j'ai été coupée de ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Et depuis que j'étais petite, il y avait quelque chose qui m'habitait de une mère ne devrait jamais être séparée de son enfant. Mmh. Je me disais ça, là, j'étais petite, puis ça m'a toujours suivie, puis encore aujourd'hui, j'y crois très, très profondément. Et ça a été une vie très malheureuse parce que, en fait, je m'étais incarnée dans cette famille-là parce que je voulais être médecin. Et je crois que mon père, enfin, je croyais que c'était mon père biologique, là, mais ce père-là, lui, il était médecin. Tu sais, souvent, on s'organise comme ça. Notre situation de naissance, on l'a décidé. Elle est dans notre plan d'âme là, avant de s'incarner. Donc, je voulais être médecin, mais je me suis retrouvée chez mes grands-parents qui n'avaient pas beaucoup de sous. Puis ils m'ont dit, ben tu vas faire une école de métier. Je suis devenue menuisier. Aujourd'hui, dans cette vie-ci, je déteste travailler manuellement. Je déteste me cogner les doigts. Je détestais être menuisier. C'est ça, menuisier? Ouais. Carpenter? Charpentier. Mmh. J'étais charpentier. Je détestais ça, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Il n'y avait pas beaucoup d'options aussi à l'époque, là. Et je me suis mariée à une femme qui me détestait. C'était très difficile. Je suis devenue un alcoolique à cause de ça. Ma seule source de joie, c'était d'être dans une fanfare. Je jouais le trombone. Et le trombone, quand j'étais à l'école, j'ai essayé plein d'instruments, puis j'étais comme une... J'ai pas voulu essayer le trombone, ça me faisait trop peur, c'est trop gros. Mais la trompette, qui est comme un peu similaire parce que c'est instinctif, j'étais super bonne. Puis aujourd'hui, je te dirais que dans cette vie-ci, la peur du rejet, elle est très, très forte. Puis quoi de mieux que de guérir ça, que de faire un métier qui est vu comme très, très, très cringe, une façon d'être en marge de la société. Donc c'est ce qui... Ça m'a tellement parlé. C'est la première vie antérieure qui m'a été canalisée au complet. J'en avais vu une de mes guides avant ça qui avait expliqué ma peur du noir. Et d'ailleurs, après que mes guides m'aient montré cette vie antérieure-là, j'ai plus eu peur de me lever en pleine nuit dans le noir. Ça l'a guéri instantanément. Des fois, ça guérit instantanément. Des Mmh. fois, pas tout à fait. Des fois, c'est plus de longue haleine. Mais ouais, cette vie antérieure-là de rejet en Russie, là,
aïe aïe, c'était quelque chose, puis je suis en train de guérir ça, là, de me retrouver, tu sais, puis en plus, comme je t'ai dit, moi, je suis née, j'ai choisi, hein, ma situation de naissance, je suis née, j'étais la seule enfant de mes deux parents. Il y avait leurs enfants, chacun de leur bord, puis moi, j'étais comme, ils se sont mariés, ils ont amené leurs deux familles ensemble, puis ils m'ont eu. Fait que là, je me suis retrouvée comme dans le milieu de deux familles, puis sentir un peu tirée de chaque bord. Mhm. Donc, ouais, aujourd'hui, être médium puis de voir m'afficher, c'est ça que je suis en train de guérir aussi. Hmm. Ça, ça revient à ce que tu disais au départ. Tu disais les gens me contactent parce qu'ils ont des blocages, des peurs ou des blessures Mm. à, à guérir ou à passer par-dessus. Puis souvent, ben, de connaître le sens ou l'issue ou la racine Ouais. de cette peur-là ou de cette blessure-là qui prend pas naissance dans cette vie-ci. Hein, ça arrive des fois qu'on jase avec des gens comme « mais je sais pas comment ça, j'ai peur de ça. C'est comme inexplicable, j'ai pas vécu de traumatisme, pourtant je comprends pas. » Pourquoi est-ce que je me retrouve tout le temps avec des hommes toxiques? Ça vient d'où? Je comprends pas. Tu sais, j'ai déjà eu une cliente, là, elle avait dû repousser son rendez-vous, puis quand on a fini par se rencontrer, ben elle m'a dit: «J'ai pris le rendez-vous parce que j'ai vécu de l'abus». Mhm. Et elle dit: «C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, j'ai le courage d'aller rencontrer les policiers pour parler de cette personne-là», mais tu sais, des années après qu'il y a eu, de l'abus, là. Mhm. Et puis je me suis rendu compte qu'après ça, je venais de rencontrer. Et cela dit, je pense que c'est important de dire qu'il y a les psychologues qui sont là pour Bien aider, sûr. beaucoup. Mhm. Et moi, mes guides d'âme disent tout le temps, la meilleure chose à faire, c'est d'aller consulter un psychologue, puis après ça, d'aller, ou après ça, ou en même temps, de consulter ses guides d'âme. Parce que eux, ils disent, on n'est pas dans la matière. On peut Mhm. aider d'une certaine façon, mais c'est pas la même chose que quand tu rencontres quelqu'un qui te donne des devoirs. Sentir que les guides te donnent des devoirs, pour la plupart des personnes, c'est très flou. Moi, Ouais. ça l'est un peu moins parce qu'ils sont toujours là. Puis en passant, je fais pas toujours tous leurs devoirs, puis j'écoute pas toujours tout ce qu'ils disent parce que j'ai mon libre arbitre, donc des fois, je suis têtue. C'est parfait. Euh, Tu fais pas trop la bonne élève. non, mais tu sais, des fois, ça me rattrape, là. Ça faisait des années qu'ils disaient qu'il fallait que j'écrive un livre, puis là, pouf, finalement, il y a une éditrice qui m'a trouvée. Ils ont fait comme: «OK, il faut qu'elle l'écrive, son livre, là». Donc Mhm. ça, j'ai trouvé rigolo. Mais ouais, pour la plupart des gens ont besoin de quelqu'un de concret qui est là pour les aider. Mais moi, je connais une personne qui a vu, qui était en psychothérapie pendant des années, puis qui a commencé à travailler avec moi, puis qui était comme: «Je prends les 2 ensemble, c'est tellement puissant de mettre les 2 les 2 conseils, les 2 exercices ensemble». C'est comme ça s'imbriquait comme un puzzle, puis ça faisait beaucoup de sens, puis ça lui a fait débloquer quelque chose d'énorme. Hmm. On a ça en commun, toi puis moi, dans le travail qu'on fait, c'est-à-dire de générer du sens. Moi, je vais pas dans les vies antérieures, j'ai pas ces capacités-là encore, peut-être à développer, là. Mais j'ai cette fascination-là pour aller ben, revisiter notre parcours, notre histoire dans cette vie-ci, puis d'aller générer du sens avec ce qu'on fait, avec notre identité, avec qui on est, pour expliquer justement le présent. Puis aussi, puis je pense que c'est ça qui nous relie aussi, nous deux, c'est oui, pour expliquer le présent, ce qu'on vit dans le présent, mais ça aide tellement aussi à mieux aligner nos actions du futur, à des décisions à prendre quand on est conscient euh, de notre histoire, on est conscient de d'où on vient. Hein? On dit souvent qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On dit souvent De ça nos dans les livres. patterns aussi. De nos patterns, justement, comme tu disais, oui, parce qu'il y en a qu'on est capable aussi d'aller cibler dans cette vie-ci, là, tu sais, aussi. Puis quand tu dis de débloquer ou de se sentir peut-être soulagé ou comme si on guérit quelque chose, ben, j'ai pas le pouvoir je suis pas médecin, je suis pas psychologue, rien de ça, mais d'aller vraiment s'introspecter puis d'aller voir par où on est passé, puis qu'on est capable de générer du sens avec ça aujourd'hui et de le communiquer ensuite, là, c'est ça la deuxième étape, il y a quand même Ouais, plusieurs étapes à ouais. ça. C'est fou à quel point ça a un impact de guérison, Mhm. tu sais, sans aller trop loin là-dedans, là, mais comment ça peut apaiser certains maux, certaines Oui, souffrances. tout à fait. Moi, j'étais à fond dans le people pleasing, hein, avec la peur du jugement puis du rejet, là, j'ai vécu comme ça toute ma vie jusqu'à temps que Mmh. je commence à communiquer avec mes guides puis qu'ils me mettent ça en pleine face.
Puis là, de m'afficher dans mon métier, un métier qui est vu cringe par plein de monde, puis de savoir que je vais pas plaire à tout le monde, ça fait brasser beaucoup de choses. C'est comme si on t'obligeait à quelque ben, on a le libre arbitre, bien sûr, tu jamais obligé de rien, mais c'est comme si on faisait une petite pression à quelque part pour dire: «Ah, ben, tu dois passer dans ce chemin-là pour justement évoluer davantage puis être en mesure de cocher tes missions, guérir tes peurs». Justement, je pense que c'est important de dire une chose aussi, on s'incarne beaucoup, beaucoup. Il y a comme 10 niveaux d'âme, puis on s'incarne genre 10 à 15 fois par niveau. Là, j'ai un épisode de podcast là-dessus, ben j'en ai 3 d'ailleurs, les épisodes 4, 5, 6 sur les niveaux d'âme, pour les personnes qui sont intéressées. Comme on s'incarne souvent, on peut bénéficier de plusieurs incarnations pour guérir une peur. Des fois, ça peut aller très, très vite, puis en une incarnation, on a guéri un trauma de vie antérieure, une peur de vie antérieure. Puis des fois, ben, ça va nous prendre plusieurs incarnations, puis c'est correct. Fait que des fois, il faut aussi se dire, j'ai pas à tout guérir ou j'ai pas à être parfait ou parfaite dans mon parcours spirituel. Je fais ce que je suis capable de faire. Nos guides, ils sont super bienveillants, ils vont jamais nous juger. Et c'est correct, c'est comme, garde, tu vas avoir d'autres vies où est-ce que tu vas pouvoir travailler ça. Et on fait jamais ça on n'est pas en train de se flageller hein, quand on se réincarne. Là. Si on vit beaucoup de difficultés dans une incarnation, on peut avoir l'incarnation subséquente après où est-ce que c'est plus relax, ou on va aller travailler une autre peur pour se donner un break. Moi, par exemple, j'ai pas vécu beaucoup de trauma dans cette vie-ci parce que j'avais besoin d'un break, d'une vie vraiment élevée. Donc, j'ai eu une vie où est-ce qu'il y a eu la guerre et tout. J'en ai encore des échos dans cette vie-ci, mais... Puis ça, j'étais toute petite, là, puis je regardais la forêt, là, puis j'ai eu plein de flashs, de downloads, là. Mais tu vois, quand je te dis, j'ai pas vécu beaucoup de choses quand j'étais petite, mais j'ai vécu ça. J'ai eu une couple de downloads entre l'âge de 5 et 7, 8 ans. Puis ça, je le savais. Ah, ça va être un peu plus facile cette fois-ci. Mmh. Mmh. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai comme ça, c'est toi qui m'as dit ça, le faux mot d'incarnation. Je me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai dit? Que je voulais tout, j'avais l'urgence de cocher, on dirait, beaucoup de choses sur ma liste dans cette vie-ci, que j'avais cette intention-là, tu sais, d'aller pas d'aller vite parce que j'ai un appel à la lenteur, là, quand même, mais de régler bien des affaires dans cette vie-ci, tu Hey, sais. je t'entends tellement. Quand je te dis que j'ai eu des downloads, là, moi, à 8 ans, je me vois encore. J'étais en 2e année. Je suis en classe, la prof parle, puis je fais comme ah, j'ai tellement hâte de ne plus être une enfant parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Là. Il me reste combien d'années, là? Et c'est vrai, quand on lit le livre de Michael Newton, c'est vrai que quand notre âme s'incarne, elle fait comme oh non, il va falloir encore que je sois un bébé, puis que je sois un enfant, puis j'ai tellement hâte d'arriver comme crunchy part, là, ok, j'ai plein de karma équilibré, puis je veux rencontrer des membres de ma famille d'âme, puis faire plein d'affaires, on est full motivé, puis j'ai comme eu un flash de ça, je pense que c'est comme des connexions à mon âme que j'avais quand j'étais petite, puis j'ai fait comme ah ouais, là, j'ai hâte que ça avance, j'ai fini quand ma 2e année, là? Est-ce que tu remarques ou que tu ressens qu'il y a une portion ou une partie de ton histoire quand tu la racontes qui a ce pouvoir de connexion-là plus grand? Quand je parle de la mort de mon père, ça résonne beaucoup parce que n'importe qui a perdu un proche sait qu'il se passe des choses après leur décès. Des fois, tout de suite après. Des fois, il faut attendre 6 mois après. Ça dépend vraiment. Là. Puis des fois aussi, quand je dis 6 mois, des fois, ça dépend de l'âme de cette personne-là. Elle fait comme d'autres choses, puis est occupée à d'autres choses. Quand elle retourne, moi, j'appelle ça à la maison, là, parce que notre vraie maison, c'est dans l'au-delà. Là, on est comme dans presque une simulation, une pièce de théâtre. Là. C'est d'ailleurs comme ça que je l'appelle dans mon livre, Les Annales akashiques. Là, je parle de la grande pièce de théâtre. Et donc, des fois, il y a des choses à faire, mais des fois, on est tellement endeuillé aussi qu'il n'y a peut-être pas des choses qui se passent tout de suite après le décès de quelqu'un, mais il se passe toujours quelque chose quand on a perdu un proche. Je veux dire, mon frère, lui, il a perdu son père, on n'a pas le même père, mais il m'a raconté des affaires hallucinantes. Même ma mère, elle a rencontré mon père, elle a dit que c'était un rêve, mais elle m'a tout expliqué ça. Puis, écoute, il y avait son guide d'âme principal, toute sa famille d'âme en arrière, là, dans tout ce qu'elle me racontait. Là, c'était hallucinant. Fait que, côté de la famille à mon mari aussi, tout ce qu'il me raconte, des signes, des choses qui bougent, des postes de télé qui flashent puis qui montrent des choses significatives.
Ça vient toucher les gens parce que les personnes qui ne sont pas dans un milieu spirituel et qui n'ont personne à qui en parler, ils font OK, je suis pas fou, je suis pas folle, là. J'ai perdu cette personne-là, je l'ai vraiment senti, les lumières flashaient, la radio est partie toute seule, ou une fois, j'ai déjà comme... On m'avait annoncé un truc au niveau santé, puis j'étais toute seule dans l'auto, puis je pleurais, puis j'ai demandé à mon père qu'il soit là, puis qu'il me parle, puis hey, la chanson qui est embarquée à la radio, là, une chanson pas connue qu'on n'entend pratiquement jamais, incroyable, c'était mon père qui me parlait. Mhm. Donc, tout le monde a vécu ça. Puis quand je parle de cet aspect-là de mon histoire, là, ça vient les rejoindre beaucoup, beaucoup. Hmm. C'est ce que j'appelle l'effet moi aussi. Yes. C'est-à-dire que, ouais, quand... C'est pour ça que je te posais cette question-là. Cet effet d'identification-là qui fait dire « Hey, moi aussi! Ah, moi aussi, j'ai déjà vécu ça! Oui, moi aussi, je ressens ça! » Puis tu sais, ce que tu viens de partager, en fait, c'est un bouleversement, un déclic. C'est une des pépites dans l'univers de la voisine, justement, qui est utilisée. Les pépites de connexion, ce fameux bouleversement-là. Puis je trouve ça intéressant ce que tu nommes parce que il y a des gens qui s'imaginent que la pépite du bouleversement, ça doit être comment dire, des exploits, des choses J'allais extraordinaires dire que peu... Hollywood. Ouais, ben c'est ça, justement, comme dans les films, tu sais, des choses vraiment que peu de personnes vivent, là, comme, je sais pas, une attaque de requin. Je dis souvent ces exemples-là, monter de l'Everest, tu sais, il y a très peu d'élus, là, sur... heureusement pour l'attaque de requin, mais tout ça pour dire que on s'attend souvent que les pépites, pour pouvoir raconter, les révéler, nos pépites, elles doivent être extraordinaires et uniques. Elles sont tous uniques dans leur banalité, l'extraordinaire dans Ouais. l'ordinaire, là. C'est ça que je veux dire, puis l'exemple que tu donnes, ça l'est, parce que un bouleversement, ça peut être un deuil, bien évidemment. Dans cette épreuve-là se retrouve quelque chose de vraiment positif, un éveil spirituel, une découverte d'une nouvelle fréquence, d'un nouveau monde qu'on connaissait pas. Puis ça aussi, je trouve ça important de le nommer, puis je trouve ça le fun que tu aies nommé ça, parce Mais que... c'est toi qui m'as aidé là-dedans, en fait. Parce que moi, je me disais tout le temps, j'ai rien vécu d'important. Parce que moi, ce que je trouvais comme important ou plus hollywoodien, c'est quand tu regardes des médiums comme James Van Praagh, ben lui, c'est plus... En anglais, c'est le fun parce qu'on a deux mots, on a psychic puis medium. Puis medium, c'est juste quand tu connectes avec des personnes décédées. Mais lui, là, il va te parler puis il va voir la personne décédée en arrière, carrément. Puis il va l'entendre puis tout. Puis moi, je pensais que c'était juste ça qui était comme valable dans une histoire, des trucs comme ça, ou comme Bachar, qui lui, va faire de la canalisation comme par voice channeling ou blending, si tu préfères. Il y a une entité d'une autre dimension qui vient parler à travers lui. C'est très, très impressionnant. C'est très fluide aussi, le fait depuis presque 40 ans, je pense. Et pour moi, c'était ça. Et oui, c'est impressionnant, mais c'est très, très rare, puis c'est pas tout le monde. Puis dans le fond, moi, j'ai vécu des choses qui sont peut-être moins Hollywood, mais qui vont chercher tellement de monde. Parce que la plupart des gens vivent pas ça, justement, de voir la personne derrière, ou tu sais, quand tu dis c'est très rare, tu sais, peu Moi, je de... voudrais pas ça. Puis en même temps, qui veut ça? Oui, c'est une très bon point, très bon point. Je Mais suis pas sûre peut-être un que... jour, mais là, j'aurais trop peur, fait que ça se manifesterait pas, là. Tu sais, je vois avec mon troisième œil, là. J'en ai vu des entités dans ma chambre en pleine nuit. J'ai un chaman qui est venu à un moment donné, je le voyais super clair. Mon frère aussi a vécu ça au décès de son père. À un moment donné, il a dit à sa conjointe, il est couché dans le lit avec sa conjointe, puis il dit à sa conjointe, mon père est en arrière de moi, puis il pleure. Puis il voyait, là, il voyait comment il était et tout, là. Ça, c'est vraiment voir à travers son troisième œil. Ouais. Fait que c'est ça, en fait, c'est presque de... On pense que tout ce qu'on vit, c'est banal, mais il y a vraiment quelque chose qui est là à être partagé avec d'autres personnes. Puis en travaillant avec toi, quand t'es allé chercher mes pépites, c'est là que j'ai vu, ah, OK, il y a vraiment une valeur à ça. Puis là, je suis plus gênée d'en parler parce que je vois comment que ça résonne avec les autres. Les premières entrevues de podcast que je faisais, j'étais presque gênée d'en parler, puis j'espérais que pas beaucoup de personnes l'écoutent, ou j'en faisais plus en anglais, parce que moi, je fais tous mes services en anglais puis en français, fait que je faisais plus des entrevues en anglais à l'époque, j'étais comme, oh, tu sais, ça va plus être, je sais pas, Comme plus si être c'était dilué, on va moins trouver. plus loin de toi, l'anglais, parce que, ouais, comme si c'était une audience plus éloignée. Oui, alors que dans le fond, tu sais, j'habite au Canada, à côté des États-Unis, donc ça avait pas rapport à cette façon de penser, là, mais bon. Ouais, comme si ça te protégeait un peu, t'étais plus moins trouvé.
Ah, mais j'adore que tu dises ça parce que t'es pas la seule, là, bien évidemment. Tu sais, les gens que j'accompagne, c'est ça. Ils ont l'impression que c'est trop banal pour avoir un potentiel de communication là-dessus. Mais c'est dans ces moments-là, justement, comme tu dis. Puis, t'as pu le constater, justement, parce que là, on n'a pas terminé de travailler ensemble hier. Là. Il y a quand même plusieurs mois qui se sont échelonnés depuis cette découverte de pépites-là, puis que tu les utilises de plus en plus dans ton contenu aussi, autant sur les médias Ouais. sociaux. Ben, je dis les médias sociaux, beaucoup, beaucoup Instagram, mais là, YouTube aussi avec ton podcast, on va le dire, parce que tu as une chaîne YouTube aussi que les gens peuvent Oui. découvrir, Mélie Guidance, où tu diffuses, entre autres, tes épisodes de podcast. Pas que, mais entre autres, hein? Et ouais, ces pépites-là, ben, je trouve ça le fun quand j'entends ça, ça résonne. Puis Et ce pouvoir d'identification-là, tout le monde va avoir à vivre un deuil. C'est plate, là, mais ouais, c'est ça, hein, au moins un dans sa vie. En même temps, on le ouais. souhaite, ça veut dire qu'il y a des gens proches autour de nous qu'on aime qui quittent, mais c'est ça. Quand je donne des cours en ligne, je donne un cours de canalisation, je donne, un cours de lecture akashique niveau 1, niveau 2, mais avant de commencer à faire ça, j'ai pris un cours qui m'a expliqué comment est-ce qu'on fait un cours. Et la prof, elle disait: «Tu as juste besoin d'en savoir 10 de plus que ton audience, ta clientèle». Mais je trouve qu'en storytelling, il y a aussi cet aspect-là de on pense qu'on est toujours trop ordinaire, mais t'as juste à afficher assez pour que l'effet boule de neige arrive. Mmh. Ce que je trouve qui est facilitant, je vais m'arrêter là après, là, par rapport aux pépites, mais c'est que souvent, moi, les gens qui me contactent, ils me disent: Je suis convaincue là, du pouvoir du storytelling, du potentiel, de la puissance de connexion, tu sais, que ça peut m'amener avec mon audience, de raconter mon histoire. L'affaire, c'est que je sais pas quoi raconter. Oui, Tu sais, c'est souvent ça. Ah, mais comment relier les fils? Tu sais, comment créer du sens? Parce qu'il faut d'abord et avant tout que ça fasse du sens pour toi, avant que tu puisses créer le sens pour l'autre que tu veux oui, toucher avec ton ouais, histoire. Fait qu'elle est ouais. là, je trouve, il est là le point de bascule, je vais dire positif. Mmh. Puis c'est là où moi j'aime le mieux, le plus travailler parce on va creuser. Je fais une archéologue de moi-même, non pas avec ma truelle, même si c'était mon rêve de devenir archéologue quand j'ai fait mon bac en histoire, mais là, je vais fouiller dans l'histoire des gens, tu sais. Mais c'est là aussi où je trouve le lien entre ce qu'on fait différemment, chacune dans nos Oui, métiers parce que je respectifs. trouve que sans toi, on est comme entre les 2. On se dit: «Je veux pas être trop dans la banalité, puis je veux pas trop non plus faire mon show off. Je veux pas me Mmh. prendre pour quelqu'un d'autre, je veux rester humble, mais en même temps, est-ce que mon histoire, elle vaut la peine d'être racontée?» Alors que d'avoir un regard extérieur qui est toi, tu fais comme: «Non, non, non, tu quelque chose là. C'est pas tout le monde qui a vécu ça, c'est pas tout le monde qui a réagi comme ça, c'est pas tout le monde qui a créé ce que tu as créé». Exact, exact. Puis tu sais, c'est normal parce qu'on vit notre propre vie, on est les seuls à consommer 100 de notre vie, de notre contenu aussi concret, tu sais, dans le sens où souvent on a l'impression, puis ça j'en parlais avec Paul Calderone dans un autre épisode, on a l'impression que tout le monde voit ce qu'on publie, tu sais, des fois quand on a cette Oui! crainte-là, tu sais, cette impression-là de: «Hi, je vais mettre ça là», tu sais, lui il me disait, justement, puis si vous avez pas écouté cet épisode-là, c'est vraiment intéressant. Paul Calderone, je le mettrai dans les notes de l'épisode, mais il disait, tu sais, lui, il a lancé un blog durant la pandémie sur l'hypersensibilité, puis le haut potentiel intellectuel, puis il disait, je publiais dans l'espoir, en espérant que personne le voit, tu sais, dans mes proches. Puis d'un autre côté, j'avais donc peur, tu sais, que si jamais mon contenu ait aucune vue. Tu sais, c'était très paradoxal parce que je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser si je publie quelque chose qui a 0 vue? Puis d'un autre côté, ils se disent, ben, s'il y a 0 vue, personne ne va le savoir. Ils ne pourront pas penser quoi que ce soit. C'est drôle. J'ai trouvé ça franchement intéressant. Puis on jouait beaucoup avec cette idée-là de la peur du regard. Mais tu me fais penser, je lisais le courriel d'une personne qui disait, c'est une personne qui travaille en marketing, puis elle disait, ça fait au moins 10 courriels, si c'est pas plus, que je parle de mon offre. Et il a eu un courriel la dernière journée qu'on peut prendre son offre de quelqu'un qui dit, ouais, ton offre, elle m'intéresse pas, mais c'est plus telle autre chose qui m'intéresserait. Puis la personne a dit, non, mais tu parles de mon offre, en fait, c'est exactement ça que j'offre. Tu sais, quand on pense que personne, que tout le monde va lire, va voir tout ce qu'on fait, puis va lire tout ce qu'on écrit, alors que, ben non, dans le fond, on est comme bombardé aussi de tellement d'informations sur le web que même avec de la méga répétition, des fois, les gens, ils n'ont pas tout vu ce qu'on a fait, là.
Ça aide ça à se mettre en action puis à oser, je trouve, quand on Ouais. comprend ça. Ouais. Puis ouais, c'est ça, tu sais, on est l'acteur principal de notre vie, là, de notre propre vie, mais les autres, ils écoutent pas nécessairement le film au complet. Ben, ils écoutent jamais le film au complet, c'est certain, c'est normal. Voilà. Mélie, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui exerce un métier, marginal ou méconnu, puis qui ose pas en parler ouvertement en ligne ou qui ose pas raconter son Ben, je histoire? dirais, si t'en parles pas, comment est-ce que les gens vont te trouver? Ouais. Pourquoi tu fais ça si tu parles pas? Mmh. Mais mettons, là, quelqu'un, là, et là, je pousse un peu. Oui, oui, Quelqu'un fais qui l'avocat du dit diable, vas-y. ouais, je me fais l'avocat du diable. Mettons quelqu'un qui se dit: «Ben oui, mais moi, je veux pas montrer, tu sais, je veux que ma marque, mon entreprise existe, mais je veux pas me montrer, je veux vraiment faire une grande coupure, entre qui je suis, hein, entre le visage de l'entreprise. Je veux pas nécessairement raconter mon histoire, je veux faire vivre vraiment cette entité-là indépendamment de moi, par peur justement, parce que son Mmh métier mh. est différent ou hors norme. Ouais. Mais je pense que la marque pourrait réussir jusqu'à un certain point, mais il va toujours y avoir une froideur parce qu'il y aura pas le côté de l'âme qui va être là. Mmh. Quand on raconte notre histoire, c'est comme un petit bout de notre âme qui vient s'immiscer. Quand on se permet d'être imparfait, imparfaite aussi, moi, mon podcast, je suis seulement aux premiers épisodes, puis c'est loin d'être parfait. J'ai commencé à travailler justement avec Jessica Leb, avec qui tu travailles, et je m'enfarge dans mes mots, puis c'est pas parfait, puis ça peut être confrontant, tout ça, mais c'est moi qui passe. Je veux m'améliorer, c'est sûr, mais c'est quand même ma personnalité qui passe, puis c'est ça qui accroche les gens, puis je pense que c'est ça qui fait que les gens vont passer par-dessus comme « Ah, assez répété » ou elle s'est enfargée dans ses mots, elle a pas trouvé le bon mot. C'est pas grave parce que c'est elle, parce qu'on adopte des personnes. On adopte rarement une marque. À moins peut-être qu'on va adopter comme une marque Apple parce que elle a des valeurs assez fortes auxquelles on peut se relier, par exemple, mais c'est rare. On va vraiment flasher sur les gens. Mmh. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis tu vois, ça me fait penser à une anecdote que je raconte, de moi qui va au marché. On a des marchés, on a plusieurs marchés, d'été, champêtres, dans mon coin. Puis, moi qui vais avec l'intention au marché d'acheter juste une chose précise, tu sais, puis finalement, je reviens avec 2 sacs pleins, des tartes, je me rappelle du vinaigre Ouais. balsamique, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En tout cas, je suis repartie vraiment en me disant: «Ben voyons donc, coudonc, finalement, j'ai tout acheté ça, mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui T'as jasé explique avec tout ça?» le monde. Parce que j'ai jasé avec tout ce monde-là. «Ah, Mm. Marie-Pierre!» Puis là, on s'est mis à jaser de ça, puis là, goûte à ça, puis là, finalement, j'ai cliqué, c'est sûr, avec ces entrepreneurs-là qui étaient tellement passionnés par leurs produits, qui m'ont fait goûter. Puis c'est pas juste parce que c'était bon. Oui, c'est sûr, c'était bon, j'aurais pas acheté quelque chose que j'aimais pas, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est la personnalité de la personne derrière qui m'a tenue à son kiosque plus longtemps que je l'avais prévu, tu sais. C'est comme quand tu as Mhm. une bonne jazz, quand tu as un bon fit, tu as envie d'acheter plus, tu as Oui. envie de poursuivre la conversation. Finalement, tu te retrouves avec, plein de pâtés, puis de tartes, puis de canage. Tu en as pour, Ouais, mais bon, ouais. c'est un exemple que je donne, mais c'est Puis ça, tu on vois, achète ça pour me la fait personne. penser, là, dans le milieu spirituel, il y a beaucoup, beaucoup de détracteurs qui disent: «Tu devrais pas vendre tes services. Tout ce que tu fais, ça devrait être gratuit». Mmh. Ah, parce que ça, c'est Oui. des mêmes personnes qui disent que tu as un don qui t'a été offert, donc tu ne devrais pas, Ouais, mais je m'excuse, mais le plombier que tu engages, là, il y a un don aussi, là. Moi, je suis ouais, pas capable de faire de la plomberie chez nous. Oui, il a étudié pour faire ça. Moi aussi, j'ai étudié pour faire ça. tout à fait. Mais c'est pas on n'a pas tous les mêmes dons, mais il faut un échange dans la vie. Puis dans notre société moderne, les échanges, en général, ils sont monétaires. Donc, il y a aussi cette difficulté-là quand on fait un métier dans le milieu spirituel, c'est qu'il y a les détracteurs que j'avais plus au début, comme quoi je n'étais pas spirituelle parce que je chargeais pour mes services. Mais Comme ça, je les ai toutes bloqués, ce monde-là. ah, t'as bien fait, t'as bien fait. T'as bien fait, comme si, aux yeux de ces personnes-là, ce que tu offres comme je veux dire comme service, mais on va aller plus loin que ça, comme transformation aussi, parce que ça amène des transformations, ces prises de conscience-là qu'on peut avoir avec toi, comme si ça avait moins de valeur qu'un autre service. Il y a des gens qui ont des blocages au niveau financier. Donc, ça va se traduire sur, ben, je vais lâcher sur d'autres personnes en ligne. À chaque fois, je vois que quelqu'un réussit ou charge pour ses services. Il y a de ça aussi. Et ça, c'est à eux de vivre, de débloquer ça, d'évoluer ça.
puis je les laisse se faire ça de leur côté, puis moi, je fais mes choses de mon côté. Ouais, puis je pense que c'est aussi important de dire, il y a peut-être des gens qui se demandent par rapport, au métier hors norme, est-ce que j'en parle à tout le monde? Non, moi je dis que je suis traductrice-réviseur, puis c'est pas un mensonge, je fais ça encore, puis quand je le ferai plus, je vais peut-être continuer de dire que je suis traductrice puis réviseur. Moi, je cherche pas à expliquer ce que je fais. Tu y Mhm. crois, tu y crois pas, puis j'ai rien à prouver. Donc, je vais pas en parler à tout le monde. Ça m'a beaucoup rassurée. J'ai eu un cours avec une médium qui disait: «Non, non, goutte, tu pas à parler de ça avec ton dentiste». Tu sais, comme moi, j'en parle surtout pas avec mes clients en traduction, là. Je travaille certains clients, c'est des multinationales, tout ça. J'ai pas envie de trouver, de tomber sur quelqu'un. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent: «Tu travailles avec Satan». Ah ouais, hey, Moi, mon je Dieu, travaille ça va juste avec loin. des énergies comme méga élevées, amour. Fait que, à quelque part, je me protège aussi. Je Mhm. m'affiche pour les personnes que je peux aider, les personnes avec qui ça va résonner. Puis j'ai aussi, important de dire, j'ai des clients qui m'amènent ailleurs aussi, hein. J'ai des Ouais. clients, moi je leur offre une séance, mais la séance, elle bénéficie à moi aussi, là. Ça m'amène à quelque part d'autre, là. Souvent, je vais canaliser des choses que je dis ça pour le client, la cliente, puis c'est un message que je reçois pour moi. Ils vont me raconter des histoires de vie, ça brasse quelque chose en moi, ça débloque des choses, donc on s'aide entre nous. Puis pour le reste, ben j'ai pas à crier sur tous les toits que je suis médium. Hmm, tout à fait. Ah, puis ça, ça m'a marqué quand tu as dit, il y en a qui pensent que je travaille avec Satan. Ça témoigne énormément des croyances de ces personnes-là aussi. Puis effectivement, ben, ça leur appartient. Mais Ça c'est leur des appartient. jeunes âmes. Je parle des âges d'âme justement sur mon podcast. Fait que quand on comprend qu'il y a des jeunes âmes qui sont pas encore rendus là, que tout est très noir et blanc pour eux, ils ont besoin de se faire dire quoi faire, ils ont besoin de la religion pour se faire dire quoi faire, quoi penser. C'est normal, ils commencent dans leur parcours d'incarnation. C'est un petit peu stressant, s'incarner sur Terre, tout ça. On est tous passés par là dans le passé, hein. On a tous Mhm. été homophobes, intransigeants et tout. Donc on comprend mieux, mais j'ai pas à me laisser attaquer non plus. Non, tout à fait, absolument. Dernière question, Mélie. Si tu regardes la façon dont tu racontes ton histoire aujourd'hui, qu'est-ce que toi d'il y a 5, 10 ans, ou du moins avant de lancer Mélie Guidance, n'aurait jamais cru possible d'assumer? Juste de parler de mes expériences, quand je parle des lectures akashiques, là, ma première expérience de lecture akashique, j'ai connecté avec un gnome, moi, à la base d'un arbre, là, tu sais, méchant truc, c'est tellement weird. Hem, J'aurais trop eu peur de faire rire de moi puis d'être rejetée, là, donc je pense que la petite Milly, elle aurait été vraiment impressionnée de voir quelqu'un qui s'assume dans le calme et la paix. Hmm. C'est beau de voir, hein, cette transformation-là, puis de voir que le fait d'en parler, le fait de s'exprimer de cette façon-là, ça amène à toi une belle communauté, on va se le dire, là, Mélie. Les gens qui te Mmh. chercheront te trouveront sur Mmh. Instagram avec une grande communauté là, que tu bâtis depuis. Ça m'a pris un petit bout, là. En 2019, j'ai commencé à connecter de façon plus fréquente, mais j'ai juste lancé mes guidances en 2021. Hey, c'est quand même assez récent. Tu as bâti une Ouais. belle communauté. Et là, Mmh. avec le podcast Mystique et Pratique, je vais mettre tous les liens, tous les liens vers toi, ton compte Instagram, ta chaîne YouTube, ton site web, bref, tous les liens vers tes réseaux et contenus seront dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que tu préfères connecter, toi? Ah ben, tu peux parler de tes Oui! livres aussi, bien sûr, Je mettrai le absolument. le lien. J'ai écrit 3 livres en arrière de moi pour les personnes qui regardent en version vidéo. Il y a le livre «Les Annales akashiques» qui est mon bébé, le premier que j'ai écrit. J'ai écrit «Ombre et lumière en magie» pour travailler, faire du shadow work et du light work. Faut faire les 2, faut trouver l'équilibre et j'ai aussi écrit «Les pouvoirs de la terre», ceux qui adorent connecter avec la terre. C'est le préféré de ma maman qui n'est ne trippe pas vraiment sur ce que je fais. Elle est comme fascinée, elle trouve ça super weird. Mais les pouvoirs de la terre, c'est une grande voyageuse, elle a adoré ça. On regarde tout comment connecter avec cet élément-là, mais il y a des zones de pouvoir sur la planète, hein. OK. Des zones de pouvoir, des lignes de lait. En tout cas, énergétiquement, il y a des choses qui se passent. Tu sais, ma mère est allée partout dans le monde. Elle était comme, ah oui, je suis allée au Machu Picchu, c'est vrai, hein, les énergies et tout. Donc Super c'est ça. Puis intéressant. j'ai d'autres livres qui s'en viennent avec ça. J'ai des jeux de cartes oracle. Fait que, Oui, voilà, je j'ai suis super hâte, fière de ton ça. jeu de cartes oracle. Est-ce que tu sais quand ça sort?
J'en ai un qui sort au mois de juin en France, donc probablement septembre au Québec. Ça va être Angers-Démont. Et après ça, il va y avoir Guide et lignées d'âme qui va sortir au Québec. Peut-être ça va être au mois de décembre, celui-là. Donc, ça s'en vient. Wow! On surveille Ouais. ça, on surveille ça. En tout cas, je surveille ça, moi, avec attention, c'est certain. Puis, Ouais. Mélie, les gens qui voudraient poursuivre la conversation, qui voudraient connecter avec toi, est-ce que tu as un canal de prédilection que tu as envie de les référer ou tous les lieux du web sont bons pour te trouver? Tous les lieux sont bons. Instagram, je suis un petit peu plus dessus, puis c'est possible de m'envoyer des messages vocaux. Donc, les personnes qui sont pas à l'aise pour écrire, moi, je lis tous les messages, je réponds à tous les messages, sauf si tu m'écris juste « Allô », je vais pas te répondre parce qu'il y a trop de weird ou de gars qui veulent juste te cruiser, qui commencent avec un « Allô ». Fait que si tu veux vraiment entrer en contact avec moi, écris-moi pas juste « Allô », je répondrai pas. Va plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, tu sais, je réponds à tout le monde. Je prends le temps, puis des fois aussi, je vais répondre avec des vocaux si ça tente d'entendre ma belle voix et mon bel accent québécois. Mais sinon, si t'écris des commentaires sur YouTube, sur Facebook, je vais aussi aller les voir. Et si tu n'aimes pas les réseaux sociaux, ce que je comprends, ce qui est très, très commun dans le milieu spirituel, il y a mon infolettre. Il y a mon formulaire web aussi pour entrer en contact avec moi, là, mais il y a mon infolettre qui est là, où est-ce que j'envoie une guidance à tous les 15 du mois. Je vais piger des cartes, puis je fais une guidance pour le collectif. Je fais ça depuis au moins 3 ans, si c'est pas plus. Donc ça, c'est un classique. Depuis que l'infolette existe, je fais ça, puis c'est ça, on peut m'écrire de cette façon-là aussi, répondre à mes infolettres. Merveilleux, les liens sont dans les notes de l'épisode, donc si tu veux, connecter avec Mélie, tu vas savoir où aller. Merci Mélie, vraiment, pour ta grande générosité, pour ton partage, pour ta vulnérabilité. On a vu à quel point ça peut être un défi de raconter son histoire quand on est dans un métier hors norme, mais aussi un levier, un levier à quelque part de connexion, de raconter son histoire. Quand ton métier sort du cadre, puis comment ça peut créer une connexion encore plus forte avec ta communauté, tu l'as dit, que ça avait changé vraiment cette connexion-là avec tes abonnés, pas juste tes abonnés, mais avec les gens qui rentrent en contact avec toi, que ça avait peut-être aussi créé un certain filtre naturel, justement, d'amener à toi les bonnes personnes qui ont besoin de te trouver finalement. Si tu as aimé cette conversation-là, ben, je t'invite à partager l'épisode à une amie. Tu peux même nous identifier si tu veux sur Instagram. On est toutes les deux bien actives, Mélie et moi. Ouais, fait que @lavoisinepro ou @MélieGuidance pour poursuivre la conversation. Puis je confirme, c'est vrai que Mélie, elle répond. Elle prend le temps de répondre à tout le monde. La première fois que je t'ai contacté, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai fait un clip vocal. Moi, je fais souvent ça. Oui, on se connaissait pas, puis t'as fait comme « j'ai fait un vocal ». J'ai fait un vocal, j'ose, puis on verra la suite. Puis regarde, après ça, ça fait plusieurs années. Ouais. Donc, il y a ce beau canal-là qui s'est ouvert entre nous deux, puis qu'on continue de nourrir. Je te remercie énormément. Je te souhaite une belle journée, soirée, peu importe où tu nous écoutes. À l'heure que tu nous écoutes, et je t'invite à être à l'écoute à la semaine prochaine pour un prochain épisode solo. Salut, salut! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, La Voisine Pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.